Mon cher ambassadeur et ma chère ambassadrice, content de vous retrouver en cette journée ciel bleu et soleil en pleine face avec la réverbération sur l'eau. Je pense que si je reste là, je vais prendre encore un peu plus de couleurs que je n'ai. La vidéo d'aujourd'hui va répondre à une question que beaucoup de femmes victimes de la perversion narcissique de leur conjoint, de leur compagnon, vivant en couple, mariés ou pas, ayant fait des enfants ou pas, mais en tout cas vivant de manière conjugale, se posent pour savoir comment rompre en douceur avec un pervers narcissique. Je vais essayer de répondre à cette question durant cette vidéo, parce que souvent, ce sont des femmes qui ont peur de prendre cette décision, peur de se mettre en action, parce qu'elles connaissent leur conjoint. Elles savent pertinemment que ça ne va pas se faire en douceur, que ça va être compliqué. Et c'est pour ça que le souhait qu'elles ont, c'est de pouvoir rompre en douceur. Alors bien sûr, le constat qu'elles ont fait depuis toutes ces années qu'elles vivent avec leur pervers narcissique, c'est qu'elles ne veulent plus depuis longtemps continuer cette relation avec lui, parce qu'elles souffrent. C'est des insultes, c'est des coups, c'est de la tromperie, de l'adultère, c'est des éclats de voix, c'est des menaces, c'est du chantage, c'est de la colocation, même quelquefois il n'y a même plus de tendresse depuis bien longtemps, c'est de l'humiliation, c'est voilà. Et ça depuis souvent des années. Il y en a même certaines qui me disent que ça fait 30 ans qu'elles vivent cela. C'est impressionnant de voir que souvent, eh bien, le pervers narcissique a tout fait pour obtenir cette proie dans son environnement social, pour être quelqu'un, mais une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, eh bien cela ne l'intéressait plus. En tout cas, il ne veut pas nourrir une relation mentale, morale, spirituelle, humaine avec cette femme régulière. Donc du coup, la femme qui a des attentes légitimes, des besoins fondamentaux, tels que le fait d'être comprise, d'être entourée d'amour, le fait d'être mise à l'honneur et surtout d'être rassurée sur différents points, une sécurité sociale, une sécurité financière, une sécurité affective, une sécurité sexuelle, une sécurité physique, n'existe plus. Ce sont des femmes souvent laissées pour compte, qui ont une activité de maman la plupart du temps ou de ménagère, qui souvent n'ont pas forcément une activité professionnelle, mais si tentées, eh bien, elles sont souvent surveillées, épiées par leur conjoint, leur mari, qui n'hésite pas à les traquer, les surveiller pour savoir exactement où elles sont. Et elles en ont assez parce qu'elles savent pertinemment que lorsqu'elles rentreront au domicile, eh bien, elles seront sous stress, en crise d'angoisse. Elles ne sont bien uniquement que lorsqu'elles sont à l'extérieur, qu'elles vaquent à leurs occupations ou que simplement elles soient seules à la maison. Mais généralement, l'énergie qui s'y dégage fait qu'elles ne se sentent pas bien. Donc elle a peur de faire, d'aller et venir parce qu'elles se savent être traquées. Voilà le constat que je fais par rapport à ces femmes qui désirent rompre en douceur, sachant bien sûr qu'elles n'imaginent pas une telle chose, mais c'est pourtant leur désir. Elles ne se voient pas rompre en fuyant ou en éclat de voix. Non, elles vous aimeraient le vivre en douceur, même si quelque part elles se disent ben, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses, connaissant mon compagnon, connaissant mon mari, ça risque de péter, ça risque de mal se passer. Avant de te donner les 8 règles qui vont te permettre de rompre sans avoir peur pour ta vie, eh bien, je te rappelle que si jamais tu es dans cette situation que je viens de décrire et que tu veux commencer à travailler sur toi, parce que c'est véritablement sur toi qu'il faut travailler, c'est pas sur le pervers narcissique. Il ne faut pas toujours tourner autour de lui ou d'elle lorsque tu es la victime. Il faut travailler sur toi, parce que si jamais tu travailles sur toi, sur tes facteurs limitants, sur tes peurs, je vais t'assurer qu'il y a plein de choses que tu pourras te permettre de dire ou de faire. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras travailler dans ta relation avec le pervers, avec la perverse. Réponds à mon quiz si tu ne l'as pas déjà fait.
ou sinon suis ma masterclass si jamais tu sais où tu en es et simplement tu as besoin d'une méthode sûre, efficace. Je t'explique comment fonctionne la BSR, la biosynthétorésonance, méthode que j'utilise depuis plus de 10 ans en cabinet, que j'ai éprouvée et qui m'a permis d'avoir des résultats très intéressants dans d'autres domaines que la perversion narcissique, mais également dans ce domaine où j'ai pu aider les personnes à s'en sortir et à avoir une nouvelle vie et arpenter le chemin le moins fréquenté les concernant, trouver leur zone de génie, élargir leur zone de confort et enfin embrasser eh bien, leur bonheur, ce qu'ils étaient censés faire de leur vie pour atteindre ce bonheur. Très bien, maintenant il ne me reste plus qu'à entamer cette vidéo et t'aider à ouvrir les yeux sur ces 8 règles que je vais t'inviter à bien écouter pour t'assurer que tu vas pouvoir eh bien, rompre avec cette personne qui te fait peur, à savoir ton conjoint. La première règle que je te demande de suivre, si jamais tu veux t'assurer eh bien, de rompre sans que tu aies peur, la première chose, c'est de n'avoir confiance en personne. Il faut que tu aies confiance et que tu apprennes à avoir confiance qu'en toi-même. Parce que si tu n'as pas confiance en toi et que tu as tendance à vouloir parler aux uns aux autres de ce qui te tracasse, du désir que tu as de vouloir rompre d'une certaine façon, en douceur, mais en tout cas que tu trames ce désir de rompre, je peux t'assurer que ça finira par se savoir tôt ou tard. Quand je te dis de ne pas avoir confiance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu divulgues tes objectifs futurs parce que ça se retournera toujours contre toi et tôt ou tard, ton conjoint sera au courant. Donc quand je te parle de confiance, c'est ne raconte pas ta vie, arrête de la raconter à tes proches, à ta famille, même quelquefois à tes enfants. Ne te confie plus comme ça facilement. Alors ça va être difficile, surtout si toi-même tu manques de confiance en toi. Et là c'est autre chose, la confiance en soi. Je t'invite véritablement à éviter de propager trop ce que tu as l'intention de faire. Mais ceci dit, tu peux peut-être garder une seule personne, une personne que tu sais être une vraie tombe, une personne qui ne parlera mais vraiment jamais. Parce que des fois tu peux être surpris. Je t'invite véritablement en deuxième de parler vraiment à personne de tes projets, de ce que tu as l'intention de faire. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, tôt ou tard, il existe un phénomène particulier dans les foyers. Même si tu le dis en filigrane, même si tu donnes des petites bribes sur des choses comme cela, c'est-à-dire après avoir vécu 10, 15, 20, 30, 35 ans, 40 ans, et que tu as encore des enfants à t'occuper, ça peut être des fois tes propres enfants qui lâchent l'information à ton conjoint, volontairement ou involontairement. C'est pour ça qu'il est question de parler au minimum. Et c'est souvent dans ces situations que certains retournent leur veste parce qu'ils n'y verront pas leur avantage. Et n'y voyant pas leur avantage, ils ont l'intention eh bien, d'en parler autour d'eux par peur de ce qui va advenir de leur avantage, de leur intérêt dans la rupture que tu t'apprêtes à réaliser. Ça aura le don bien sûr de te faire beaucoup de tort, de te faire beaucoup mal, en te disant mais même à un tel ou un tel, je peux même pas avoir confiance parce qu'elle a vendu la mèche. Eh bien oui, en deuxième, c'est véritablement ça qu'il faut faire. Parle à un minimum de personnes dans ta famille, dans ton foyer. Parce que souvent, ta propre famille peut te trahir. En troisième, je t'invite à le dire officiellement à ton conjoint. Pour les raisons qu'il connaît certainement, que tu as pu lui dire et que tu as voulu débattre
toutes ces années durant en essayant de rétablir eh bien, une relation saine, tu n'y as jamais réussi. Tu n'as jamais réussi à rétablir une relation saine. Après des éclats de voix, après avoir essayé, tenté gentiment, calmement, non, ça marchait jamais. Il y avait toujours du déni, il y avait toujours du reproche, il y avait toujours de la culpabilité, des insultes, des rages narcissiques, etc., etc. Tu n'es jamais arrivé à cela. Mais malgré tout, il faut qu'il le sache. Tu lui dis, écoute, je ne peux plus vivre comme ça. T'attends un moment où il sera attentif. Ne t'attends pas à une réponse de sa part. Pour lui, il va minimiser, il va mettre ça derrière en disant, ouais, de toute façon, tu dis ça, mais bon, ça sera comme d'habitude. Et laisse-le. Mais au moins, tu l'auras dit. Tu sais que tu lui auras dit. Si c'est nécessaire de le répéter quelques semaines, quelques mois plus tard, tu le répètes. Tu lui dis clairement, je ne peux plus vivre comme ça, j'ai envie qu'on arrête, je ne veux plus vivre de cette façon, ça ne me convient plus. Je ne suis plus heureuse, j'ai peur pour ma santé, j'ai peur pour mon intégrité physique, etc., etc. Tu lui dis, comme ça, il n'est pas pris en traître. Mais par contre, tu sais d'avance qu'il dira que tu ne lui as pas dit. Il mentira. Mais toi, pour ta conscience, tu sais que tu l'auras dit. Quitte à faire un courrier, mais de préférence face à face. Le courrier, c'est si jamais tu veux qu'il reste une trace. Comme ça, tu as un double, tu pourras dire si, je l'avais prévenu. Et à ce moment-là, je t'invite à faire cela. Quatrièmement, fais en sorte qu'il n'y ait plus rien de traçable lorsque tu t'apprêtes à faire quelque chose. Des papiers pour commencer à trouver un appartement, des textos, des mails qui justifient que tu commences à être en action et tu commences à œuvrer pour pouvoir partir. Tout ce qui pourrait être suspect à ses yeux, qui pourra te reprocher, qu'est-ce que c'est que ce mail, qu'est-ce que c'est que ce papier, j'ai reçu ça, c'est quoi ce coup de fil, j'ai entendu quelqu'un dire que quand il est dans cet état-là, fais très attention. Mais toi, à ton niveau, fais en sorte que rien de physique, aucun document, aucune trace de quoi que ce soit ne puisse arriver sous ses mains. Parce que tu sais bien qu'il fouille dans tes affaires, tu sais pertinemment qu'il va le scruter à droite à gauche, il va faire tout son possible pour savoir exactement ce qui se trame dans son dos parce qu'il ne supporte pas de ne pas maîtriser, de ne pas savoir. C'est une personne qui fouille dans tes affaires, il n'a pas de scrupules, même si ce sont des choses personnelles, privées, il n'en a rien à faire, il ne se gênera pas pour fouiller dans tes affaires. Donc fais en sorte qu'il n'y a rien de traçable, ce qui fait que s'il fouille, il cherche, il ne trouvera rien. Cinquièmement, reste naturel. Continue à faire ta petite vie tranquille. Et que dans ton regard, dans ton attitude, dans ton langage corporel, dans la fenêtre de ton âme, tu ne laisses transparaître aucune émotion. Donc si jamais tu as du mal à contenir tes émotions parce que tu es quelqu'un de sensible, évite de trop le regarder, de le scruter. Et quand il te pose une question, ne le regarde pas forcément quand tu lui réponds. Parce que c'est en te regardant qu'il arrivera à comprendre exactement ce qu'il y a chez toi comme tension émotionnelle pour jauger, juger, savoir exactement où tu en es pour qu'il puisse continuer de toujours mieux te manipuler. Sixièmement, maintenant je vais te révéler ce qui risque de se passer à mesure que ton plan commence à rentrer en action. Voilà ce qui va se passer. Il va faire tout pour reprendre le pouvoir sur toi si jamais il sent qu'il se passe quelque chose mais il ne sait pas quoi. Et il va faire comme il fait d'habitude, il va envoyer des appâts, il va tester différents appâts pour savoir quel est l'appât qui va lui permettre de prendre, pêcher, soutirer chez toi des informations qui vont le renseigner exactement sur ce qui se passe parce qu'il n'est pas bête. Il a une intelligence machiavélique, une intelligence du calcul, une intelligence pour toujours savoir ce qui se trame pour en tirer profit. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va te poser des questions fermées. C'est-à-dire, c'est oui ou non la réponse. Et en fonction du oui, il sait comment rebondir. Et en fonction du non, il sait également comment rebondir. Il sait comment s'y prendre. Donc il va s'assurer de te poser des questions fermées.
Du genre, où t'étais, je t'ai pas vu, t'es parti chez un tel. Tu vois, il te pose une question, tu es obligé de te justifier. Et si jamais, dans sa façon de s'y prendre, il te touche, il te fait mal, il touche tes points faibles, il appuie sur la douleur, toujours verbalement, parce que n'oublie pas qu'il est violent psychologiquement, il est violent verbalement, même s'il ne s'énerve pas forcément. Il arrive à te toucher et il te connaît, il connaît ton point faible, il va faire tout pour te toucher, pour te faire mal, baisser ton taux de vigilance, te mettre en doute, et comme tu seras devenu vulnérable, ça sera plus facile pour lui de te poser les questions pour soutirer les réponses dont il a besoin, pour savoir véritablement ce qui se passe. Poser des questions pièges, prêcher le faux pour avoir le vrai, etc., etc. Il est passé maître dans cette manœuvre. Donc fais très attention aux questions fermées. Prends l'habitude de répondre par des questions ouvertes. Il te pose une question fermée, tu réponds par une question ouverte ou tu réponds de manière neutre. C'est-à-dire, je t'ai pas vu, je t'ai envoyé des textos, je t'ai appelé plusieurs fois, t'étais où? T'es parti chez un tel, c'est ça? Il attend un oui ou un non pour continuer la discussion, pour te faire du tort, pour te reprocher quelque chose. La suite, la plus mauvaise, vient après ta réponse. Réponds par exemple, ah tu t'es inquiété? Par exemple, c'est une question ouverte. C'est ça ta réponse. C'est pas la question que je t'ai posée, est-ce que tu étais chez un tel? Si tu t'es inquiété, fallait pas. Tu réponds à côté, tu réponds neutre. Ou sinon, si tu veux pas t'embêter, parce que des fois, tu n'as pas l'esprit à répondre, à faire attention à toutes ces questions, des fois, prends le temps de répondre. Tu le regardes, tu lui donnes l'impression que tu réfléchis à ce qu'il vient de te poser comme question, et tu lui réponds, écoute, on en parle tout à l'heure, si tu veux, après on en parle, etc. Tu prends du temps, de manière à ne pas répondre tout de suite au tac au tac, parce que c'est dans le tac au tac, dans la spontanéité, qu'il va te griller. Autre chose, si jamais tu vois qu'il commence à t'accabler de questions, de harceler de questions, voilà, son énergie est devenue négative, il commence à prendre ton énergie, tu commences à sentir que ça va mal se terminer, tu sens la tension monter de son côté, tu sens qu'il commence à s'énerver. Si c'est cela, il te pose des questions où il attend des réponses justement pour t'accabler, pour t'accuser, te culpabiliser, tu peux répondre également de cette façon, autre que des réponses neutres, autre que des réponses à questions ouvertes, c'est de dire « Je refuse de discuter dans ces conditions, on reprend cette discussion quand tu seras calmé. » Ça aura le don certainement de le mettre en rage narcissique, c'est vrai, mais une chose que tu auras faite, c'est que tu refuseras, et tu l'auras fait comprendre, je refuse de répondre. C'est la bonne excuse pour ne pas parler dans des conditions désagréables comme celle-ci. Donc tu leur as fait comprendre, ben non, je ne discuterai pas. J'attends que tu te calmes. Ben c'est bon, je me calme. Non, on attend un peu. Moi, je ne veux pas discuter. Et tu insistes. Tu montres ta fermeté dans ton regard et dans ton langage corporel. La deuxième chose qui va se passer, si jamais cette technique de la question fermée ne fonctionne pas, c'est qu'il va se victimiser. Genre, ouais, tu comprends, moi j'ai fait ça pour toi, j'ai fait des changements, qu'est-ce qui se passe, je te sens plus en ce moment, pourquoi tu réponds pas à mes questions, je sens que tu me fuis, c'est plus comme avant. Rentre pas là-dedans, parce que ce que tu vas répondre, le peu que tu vas répondre, le peu de justification, le peu de questions, ça se retournera toujours contre toi. Je te répète, peu importe la réponse que tu lui donneras à ce moment-là, ta réponse se retournera toujours contre toi. Fais attention à sa victimisation. Il veut être le petit Calimero, de manière bien sûr à toucher ta sensibilité pour t'obliger à répondre. Il s'en fiche en réalité que ça te touche ou pas, qu'il soit dans tel ou tel état. En réalité, c'est faux. Il affabule. C'est juste pour trouver une occasion de trouver une faiblesse chez toi, pour t'obliger à donner une réponse. Ce qu'il veut, c'est garder le contrôle sur la situation. C'est juste ça. La troisième chose qui va se passer, que tu risques de vivre, alors pas forcément dans l'ordre que je te le donne, mais je te dis les choses. Il va retomber dans une phase de love bombing, si jamais il a le pressentiment que tu trames un départ,
un break, une rupture, qu'il le sent, parce qu'il va le sentir certainement à un moment donné. Il va retomber dans un love bombing, surtout si jamais tu lui as annoncé, que tu lui as dit clairement, non, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus, je ne vais plus vivre comme ça. Et il va comprendre dans ton comportement, dans ta neutralité, le fait que tu restes calme dans ton coin, effacé. Il va comprendre que il se passe quelque chose. Donc il va retourner dans le love bombing, c'est-à-dire des petits messages avec des cœurs, des fleurs, des je t'aime, mon amour, qui va t'appeler régulièrement. Il va te faire des déclarations d'amour. Et il va s'assurer que tu les as bien reçus. Et il va te demander, tu l'as bien reçu parce que tu sais, je t'ai envoyé des messages, tu m'as pas dit ce que tu en pensais. Il va être doux, avenant, exactement comme il était au tout début avec toi. Ça aura le don certainement de te toucher. Et du coup, de te faire changer d'attitude. Mais si ton mindset, ta détermination, c'est de non, je veux rompre, je ne veux plus continuer, et je tiens ferme, si c'est décidé et qu'il n'y a pas de point de non-retour, fais attention à ce love bombing. Parce que non seulement il le fera avec toi, mais il n'hésitera pas à le faire savoir partout ailleurs. Oui, je comprends pas, en ce moment, ma femme, elle est comme ça, ma petite chérie, elle est comme ça. Et puis, bon, je lui ai envoyé des fleurs et je comprends pas, elle répond pas. Tu sais pas ce qui se passe en ce moment chez elle. Peut-être que tu l'as vu ces derniers temps. Il le fera exprès pour rallier tout votre entourage familial, belle famille ou sa famille, amis en commun, même vos enfants. Il fera en sorte de les rallier dans son camp en se faisant passer pour le pauvre petit malheureux qui fait des efforts et qui mérite d'avoir que sa femme redevienne comme avant. Malin. Autre chose qui risque de se passer, c'est qu'il va, si jamais vous avez des enfants ou si jamais tu as des problèmes, des soucis, eh bien il prendra ta défense. Chose qu'une femme adore. Elle aime bien se savoir en sécurité. Si jamais tu as un problème avec un des enfants, tu lui dis non, c'est pas comme ça. Il va venir, il va dire oui, elle a raison ta mère, c'est pas comme ça. Alors que peut-être toutes ces années, il laissait courir, il laissait les enfants te manquer de respect. Au contraire, il allait dans le sens des enfants. Et là, du jour au lendemain, ça change. Il tourne sa veste. Bizarrement. Comme si on changeait du jour au lendemain, alors que peut-être pendant 10, 15, 20, 30 ans, ça s'est passé de cette façon. Donc là, tu te dis non, des changements aussi rapides, ça sonne faux. Méfie-toi de cela. Il va prendre ta défense et ça va te faire du bien. Il va faire des choses qui vont tellement te toucher que tu seras appelé finalement à redevenir comme tu étais avant, c'est-à-dire lorsqu'il avait la main mise sur toi, lorsqu'il te manipulait comme il le voulait. C'est ça son but ultime, c'est ça qui est caché derrière ces changements. Autre point à nouveau qui risque de se passer. Il va te missionner parce qu'il va te démontrer qu'il fait des efforts pour changer, pour être mieux. Il va te demander, et toi, pourquoi tu m'invites pas, ou pourquoi tu ne me sollicites pas, ou pourquoi tu ne me proposes pas de sortir, ou comme on pouvait faire avant, à l'époque où tu étais toujours derrière lui, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, alors que lui, il n'en avait rien à faire à cette époque. Maintenant, là, il aimerait te demander de retourner dans cet état d'esprit-là. Mais toi, tu t'es fatigué, tu as abandonné, tu ne veux plus être comme ça. Mais maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est à nouveau retrouver ça chez toi. Mais le problème, c'est que si jamais tu fais cela, il y a de grandes chances que pour lui, ça lui donne le signe comme quoi tu redeviens comme avant et il va à nouveau pouvoir remettre la main sur toi, te manipuler. Il va même peut-être te demander de faire certaines choses pour la construction de votre couple. Voilà, j'étais voir un spécialiste de la famille, un psychologue familial. Voilà, j'étais un peu désespéré ces derniers temps, je te voyais comme ci, comme ça. Voilà ce qu'il m'a conseillé de faire. Il faudrait qu'on fasse ça ensemble, que moi je fasse ça et toi ça. Ou j'ai été voir un voyant ou je ne sais quoi. Voilà, un spécialiste, peu importe de quel genre, où il nous a demandé de faire ça pour qu'on puisse à nouveau retrouver une sérénité et une harmonie dans notre couple. Donc il va te demander, il va avoir des attentes vis-à-vis de toi pour que tu fasses ci ou ça, comme par hasard. Alors que toi, tu es déjà complètement ailleurs. Donc fais très attention à tout ce que je viens de te dire là. 7e règle, je te conseille de préparer un sac de départ si jamais tu dois partir en fuite, parce que ça, tu sais pas, tu peux pas le prévoir.
si jamais ça va se passer bien. Donc, il vaut mieux toujours préparer le pire. Un sac de départ suffisamment grand dans lequel tu mettras des affaires de toilette, des dessous, des vêtements chauds, une ou deux paires de chaussures pour marcher et pas pour se faire joli, pour que tu puisses marcher, que tu puisses également avoir des ustensiles d'hygiène, une trousse de toilette, une serviette, de manière à pouvoir partir et dormir chez un tel ou à l'hôtel ou dans un motel ou peu importe, mais que tu puisses garder une certaine propreté, une certaine hygiène de vie et avoir de quoi t'habiller sans faire clodo au bout de quelques jours. Dans ce sac, tu y mets de la liquidité pour vivre pendant au moins une semaine ou deux, voire peut-être plus, un mois. Tu mets le double de photocopie, tu mets le double en photocopie de tes pièces d'identité, au cas où tu pars à la va-vite et que tu n'as pas le temps de prendre ton sac et ça se passe mal, mais au moins tu sais que tu as le double quelque part. Ou sinon, tu gardes ta carte d'identité avec toi, mais tu mets ton passeport dans ce sac, ou inversement, ce qui fait que tu pourras toujours justifier une pièce officielle avec toi. Et bien sûr, de la nourriture, quelques bouteilles d'eau, un sac qui te permet de partir et de rester, on va dire, autonome pendant quelques jours, eh bien, seul, tout simplement, pour assurer une certaine autonomie. Le but étant bien sûr de partir dormir soit à l'hôtel, soit dans un motel, soit dans un B&B, soit peu importe, ou soit chez un ami, ou soit quelque part qui fait qu'il ne saura pas où tu es. Quand je dis ami, il ne faut pas qu'il connaisse cet ami. Il faut que ce soit quelqu'un de complètement neutre. Parce que s'il connaît cet ami, il va te traquer si jamais tu dois fuir, partir. Et ce sac, tu le mets sur ton lieu de travail si tu travailles, mais certainement pas dans ta voiture si tu as une voiture. Il ne faut pas que ce soit dans un lieu pour lequel il a accès. Mets-le dans, je sais pas, dans un hall de gare où il y a des casiers, ou à la poste où il y a des casiers privés, ou à la banque. Enfin, tu trouveras une solution pour mettre ce sac. Mais ce sac, il n'est pas dans le domicile ou dans un lieu où il peut y avoir accès. Et la dernière chose, la 8e règle, si jamais tu veux partir sans avoir peur, c'est que le jour où tu pars, le jour J où tu pars, tu ne lui dis pas la veille pour le lendemain. Tu sais jamais ce qui peut se passer dans une soirée, comment d'un comportement calme, a priori doux, comment la mayonnaise peut monter d'un coup et te retrouver au sol en sang. Voilà, la nuance entre les deux, c'est imprévisible et tu le sais aussi bien que moi. Donc ce que je te conseille, si tu l'annonces que tu pars pour le jour J, tu l'annonces le jour J, le matin, pour l'après-midi ou le soir, sachant peut-être qu'il travaille, qu'il n'aura pas le temps de se préoccuper, d'être présent ou de t'empêcher de partir, mais surtout pas le soir pour le lendemain. Tu sais pas ce qui peut se passer dans la nuit, peut-être que ce sera la dernière fois que tu le voyais le jour et le lendemain tu ne te réveilleras jamais. On ne sait jamais. Tu l'as bien compris, la réponse à la question comment rompre en douceur avec un pervers narcissique, c'est ni en douceur, ni en prenant la fuite comme une voleuse, c'est entre les deux. Il n'est pas question de lui permettre de faire ça en douceur parce que tu lui donnes le bâton pour te faire battre. Tu sais jamais quelle va être sa réaction. Ne lui donne pas la possibilité d'avoir un répondant, un avis, une possibilité d'agir. Non. Tu fais les choses en sous-marin. Si tu as décidé de rompre, tu rompes. C'est ta décision. On n'a pas à juger cela. Tu as compris que ta vie était en danger. Tu as toutes les raisons du monde de pouvoir demander une rupture, un divorce, sur le plan de ta conscience. Mais tu veux que ça se passe sans que tu aies à avoir peur pour ta vie. Et je viens de te donner cette méthode. Il faut que tu le fasses de façon à ce que ça ne se voit pas. Et le jour où tu es prête à partir, parce que tu as décidé que c'était ce jour, tu as les finances, tu as le pied-à-terre qui t'attend, tu as tout ce qui va se passer derrière, comment tu vas subvenir à tes besoins. Pour les enfants, c'est géré. Et que tu sais que c'est ce jour, tu ne lui annonces pas une semaine à l'avance, 4 jours à l'avance. Non, tu l'annonces le jour pour le jour même.
J'annonce le matin, quand tu sais qu'il doit partir et qu'il est affaire et qu'il doit partir au travail. Tu lui annonces là, peut-être entre deux courants d'air. Tu lui dis, bah, écoute, je pars, je reste pas. Je ne rentrerai plus, je me sépare de toi aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On en parle ce soir? Non, non, ce soir, tu seras plus là. Et quand il verra que tu tiens ferme, je t'invite à minimiser fortement tes contacts avec lui. Demande à avoir un contact uniquement peut-être par mail, mais surtout pas sur les réseaux sociaux. Enlève tes comptes, supprime tes comptes, ne poste rien qui laisserait présager ce que tu as l'intention de faire ou qui pourrait donner des informations sur où tu es, ce que tu fais, ce que tu deviens. Tu annonces cela à personne, sauf peut-être à la unique personne de confiance qui te couvre et qui t'aide véritablement dans l'ombre. Mais il faut que tu n'aies plus rien de traçable après coup. Si tu as des enfants, tu gardes contact avec tes enfants, mais tu n'es pas obligé de répondre au travers des enfants qu'il utilisera pour passer par toi. Pour essayer de t'atteindre, tu ne seras pas obligé de répondre. Ça sera toujours compliqué, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Quoi faire exactement dans le détail? Là, je t'ai donné quelques pistes. Mais la prochaine vidéo, ça sera quoi faire une fois que je me suis séparé de mon conjoint. Comment gérer la crise après coup. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi. Ça a été une vidéo très importante. Si jamais tu veux faire un commentaire avec plaisir, que tu puisses me dire ce que tu en penses. N'oublie pas le quiz, la masterclass. Et si jamais tu veux rentrer dans un de mes accompagnements premium, je me ferai un plaisir de t'aider pour que tu puisses retrouver ta sérénité, ta dignité, ton identité et enfin vivre ton bonheur tout simplement. Merci de m'avoir suivi, je te dis à très bientôt. Ciao.